Bonjour à tous. Donc, nous allons poursuivre, ou plutôt terminer cette matinée par une table ronde, cette fois-ci, qui va mettre à l'honneur la gastronomie, la question du développement territorial, les ambitions écologiques. Donc, ce qui s'inscrit bien à la fois dans l'introduction du colloque, hein, où on a fait justement beaucoup référence au territoire, et au territoire aussi dans sa dimension paysagère, avec les Varennes, avec ces cultures de maraîchage, l'arboriculture, ce qui constitue donc un élément identitaire très fort des paysages du Val-de-Loire. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'on a été parti dans l'intitulé de cette table ronde, donc en reprenant justement ce terme des jardins de la France. Donc, ce sont des éléments marqueurs du paysage du Val-de-Loire. Lors de la table ronde précédente, on a parlé de qualité, de diversité, donc je pense qu'on continue à s'inscrire dans ces deux mots. Et là, c'est vrai que ce qui va nous intéresser, justement, c'est de lier ces questions plus identitaires, visibles, et qui, du coup, participent aussi au cadre de vie, à l'alimentation, à ces questions de production locale, et qui s'inscrivent justement dans une démarche de qualité. Et nous allons avoir tous à cœur, je pense, justement, de mettre en avant, alors surtout les intervenants du coup de cette table ronde vont avoir à cœur de mettre en avant justement leurs actions, leur engagement dans le territoire auprès de publics variés, alors avec des entrées bien sûr qui vont être différentes en fonction de leur parcours et de leurs activités. Et donc l'idée bien sûr c'est de mettre en perspective cette dimension aussi plus qui relève aussi des personnes, et puis donc comment on peut se rencontrer et comment on peut échanger autour de ce questionnement. Donc dans un premier temps, je vais proposer à chaque intervenant de se présenter en quelques mots, ce qui vous permettra à tous de bien comprendre ensuite les questions que nous pourrons développer par la suite. Je vous en prie. Donc Hubert Giblet, je suis directeur communication de l'Office de tourisme à Zéchine Val-de-Loire, donc tout le sud-ouest de la Touraine. Et dans le cadre de mon activité à l'Office de tourisme, j'ai eu un président qui m'a dit, il y a 6 ans maintenant, à la perte d'étoiles Michelin notamment, Hubert, il faut qu'on fasse quelque chose. La cuisine de la Touraine est d'un excellent niveau et pourtant elle n'est pas reconnue en tant que telle. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour redorer l'image de la Touraine. Donc à partir de là, on a imaginé un festival qui s'appelle les Automnales de la gastronomie. Et là, on est donc à la 6e édition. On n'en a pas eu les dernières pour cause de pandémie, pour essayer de répondre à ça. Donc voilà. Et plus généralement, je me suis... j'ai un tour de taille qui me trahit de toute façon. Je me suis passionné pour la gastronomie régionale. Grâce aux Automnales, j'ai connu de plus en plus de chefs, mais aussi de producteurs, puisqu'on implique les producteurs dans la démarche, les filières de formation. Donc ça forme un ensemble pour faire monter la mayonnaise. Et puis, on s'est emparé du sujet pour, justement, avec le petit réseau qu'on avait constitué, essayer d'aller plus loin. Donc on a des tas de projets en matière de gastronomie là, dans les cartons. Et ça a débouché l'année dernière sur la création également d'une association Val-de-Loire Terre de Gastronomie. Donc initialement on pensait Touraine Terre de Gastronomie, et on s'est dit c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'on travaille déjà étroitement la Touraine avec le Loir-et-Cher. On a un exemple vivant ici, notre président est aussi du Loir-et-Cher, c'est Rémi Giraud qui a glané une 60aine d'étoiles Michelin dans sa carrière, ce qui n'est pas rien. Et donc, on se pose en animateur, si je puis dire, de la gastronomie, mais au sens large, effectivement, en incluant les producteurs et toute la filière végétale notamment.
Alors moi, c'est Philippe Desbrosses. Je suis à l'origine de la plupart des mouvements bio. Je suis le cofondateur du label AB et puis du label européen ensuite, puisque voilà, j'ai commencé très tôt, comme vous voyez avec mes cheveux blancs, ça remonte à loin. Mais je viens d'une ferme, la ferme que mes grands-parents ont achetée il y a 100 ans, en 1921, qui est la ferme de Sainte-Marthe en Sologne, qui est devenue une ferme-école et qui va bientôt devenir, grâce aux universitaires de l'Université de Tours et de l'Université de Lausanne, une université paysanne. C'est nouveau, ça vient de sortir. Donc on pense que le programme étant déjà presque bouclé, le programme enseignement supérieur de l'agroécologie, pour former les cadres de cette nouvelle discipline, de cette future grande discipline. Voilà. J'en dirai plus tout à l'heure dans ma prise de parole. Oui, voilà. tout à fait. Merci. Bonjour à tous, donc Christophe, je suis le chef du restaurant La Maison d'à côté à Montlivaud, donc 2 étoiles Michelin et puis cuisinier de l'année au Goemio pour ce millésime 2021 et également 1 étoile Michelin au restaurant La Table d'à côté à Ardon. Chef engagé puisque du coup voilà, je suis aussi quelqu'un d'hyper sensible à l'environnement et pas que, donc vraiment au terroir, vraiment à l'environnement qui peut tourner autour du restaurant et également vis-à-vis des équipes qui sont voilà, des points essentiels pour moi dans notre métier. Et puis également agriculteur, puisque j'ai cette double casquette depuis peu, puisque j'ai aussi un cheptel de bœuf wagyu et puis également on vient d'acquérir 1,5 hectare de culture sur la ville de Blois. Donc voilà, ça me fait aussi plaisir d'être aussi proche de la ferme Sainte-Marthe qui a fait beaucoup pour notre métier de maraîchage, hein, puisque du coup, grâce à eux, on relance aussi des variétés anciennes de la région et on travaille justement en étroite collaboration avec le Conservatoire des graines anciennes de la région Centre. Tout ça pour vous dire que ce sujet me touche particulièrement puisque on le voit que dans notre alimentation, en fait, aujourd'hui, tout évolue. On consomme de moins en moins de protéines animales et on va aller chercher justement ces protéines végétales. Et en tous les cas, on voit, nous, dans notre façon de cuisiner aujourd'hui, que les choses ont évolué ces 20 dernières années. En l'occurrence, avant, il nous fallait 180 grammes de viande pour être bien. Aujourd'hui, on voit qu'on descend à 100 grammes, voire même parfois sur de la grande qualité, on descend même à 80 grammes. Donc voilà, notre métier et notre façon de consommer évoluent. Et en tous les cas, on pourra partager au fur et à mesure de ce petit débat toutes ces choses ensemble. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui me touchent particulièrement et je suis très heureux d'être avec côté aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, Alice Vanora, moi je suis adjointe au maire de Tours en charge de l'alimentation, on va dire un peu au sens large, notamment la restauration scolaire et puis de l'animation du label Cité de la gastronomie, puisque la ville de Tours est détentrice de ce label Cité internationale de la gastronomie depuis 2013, avec 3 autres villes, on est 4 en tout, donc Lyon, Dijon et puis Paris et Rungis. Et juste, ça permettrait d'introduire un peu le sujet. En fait, ce label Cité de la gastronomie, il n'est pas forcément toujours bien identifié et rattaché à la ville de Tours. Surtout quand on dit il y a aussi Lyon, Dijon, qui ont une culture gastronomique souvent plus identifiée et plus marquée que la nôtre. Donc on me dit, Tours, la gastronomie, c'est quoi ? Et on s'est posé aussi un peu la question et on s'est dit à un moment, il faut qu'on affirme une identité, une spécificité, un caractère qui serait le caractère tourangeau. Alors on dit toujours la douceur ligérienne, c'est aussi pas d'excès, c'est aussi une forme de modération. Bon, en tout cas, il nous semblait important d'affirmer quelque chose et d'affirmer quelque chose aussi en valeur avec notre ambition politique de revégétaliser la ville et puis d'aller vers une baisse des émissions de gaz à effet de serre, parce que tout est lié, le maire le disait tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on a évoqué notre vision de la Cité de la gastronomie pour Tours, on a tout de suite fait le lien avec cette notion de jardin de la France, qui nous semblait assez évident finalement. Et la Touraine, elle a cette carte magique à jouer sur les jardins, à la fois parce qu'elle est très vraie, très ancrée dans son territoire. Il n'y a qu'à regarder les paysages, c'est ce qui était dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas originaire de la Touraine, et quand je suis arrivée, ça m'a vraiment marqué, ce découpage avec
la Loire et le Cher, les bords de Loire et de Cher qui sont destinés au maraîchage. Quand on remonte, on a les coteaux viticoles et puis plus haut, on a les vergers. Enfin, il y a un découpage comme ça très structuré, très structurant en plus pour l'économie agricole. Et évidemment que Tours avait envie d'accompagner ces filières et de les accompagner aussi en donnant un rayonnement autour de cette notion de jardin de la France. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, comme on vient de le voir, juste par ces rapides présentations, on a pu voir la diversité. Il y a un certain nombre de mots qui reviennent voilà, sur du coup, l'identité, le terroir, le local. Donc là, voilà, ce qui pourrait être intéressant justement, c'est d'associer cette question du local, du terroir, avec la question de la gastronomie, des différents publics, de comment on diffuse, et puis bien sûr, ce qui est lié aussi à la qualité environnementale, donc qualité de l'alimentation, des paysages et de l'environnement. Bon, en ciblant bien sûr plus spécifiquement sur, on peut revenir sur les légumes et les fruits, puisque c'est vrai que c'était un peu la grande thématique. Donc voilà, j'aimerais, je pense que voilà, tout le monde est très intéressé pour avoir plus de détails justement sur ce que vous souhaiteriez mettre en avant par rapport aux actions que vous menez sur ce territoire dans cette logique justement de mise en valeur. Qui souhaiterait commencer ? On est parti. Moi, pour vous expliquer un petit peu, mais je rentre d'un périple en Scandinavie et je pense qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de maraîchers qui se promènent aussi par là parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de retard en France, même si dans notre région, on se bouge de plus en plus et on le voit, de toute façon, nos sols évoluent et la qualité justement des produits qu'on sort ici en région Centre-Val de Loire est vraiment en train d'évoluer rapidement. On a quand même pris beaucoup de retard et voilà, moi ce qui me fascine le plus dans ces pays, c'est que on parle d'écologie et je pense que ça rentre également dans cette partie de maraîchage. Tout ça se croise plus ou moins parce qu'en fait on va parler aussi de tri des déchets. Pour moi, c'est quelque chose qui me froisse complètement parce qu'aujourd'hui, il y a des villages où on ne trie même pas ces déchets et tout ça, ça part comme ça au déshydrateur. Là, et ça, c'est vraiment un retard qu'on a pris, nous, en France et qui est pas normal, en fait. Nos déchets organiques, on devrait tous les trier, on devrait tous avoir des petits composteurs à la maison et réutiliser ce compost pour le mettre dans le jardin, quoi. Dès l'instant où il n'y a rien de carné dedans, il n'y a pas de schéma croisé, donc pour le coup, ça peut qu'enrichir notre sol. Et là où je travaille aussi avec l'agriculture en général, c'est que j'anime aussi pas mal de débats avec AgriFood, qui est vraiment en fait une notion de se projeter pour les grandes cultures, pour se projeter pour demain, et essayer de réfléchir à ce que pourrait être justement notre façon de consommer les céréales demain, parce qu'en fait, on va avoir besoin de ces protéines. On va avoir besoin de ces protéines végétales et pour le coup, on voit que les jeunes agriculteurs justement se projettent également, parce qu'on parle des maraîchers, mais je pense que les grandes cultures et notamment sur les plaines de Beauce, il y en a certaines qui font peur. Moi, je les connais bien puisque voilà, je suis issu aussi c'est la 5e génération. On a une ferme familiale et c'est la 5e génération avec mon cousin sur cette ferme. C'est une petite ferme, 120 hectares. Mais 120 hectares où à l'époque j'ai vu mes grands-parents pourrir les sols finalement, parce qu'on leur obligeait ça. C'était les années 70-80 et j'ai vu aussi mes grands-parents souffrir des quotas laitiers, traire leurs vaches et jeter le lait dans les égouts parce que voilà, quand on est gamin, ça marque. Et aujourd'hui, si j'ai envie de soutenir l'agriculture, c'est aussi par rapport à ça et apporter mon soutien et ma vision de ce que va être notre alimentation future. Ça me permet aussi de leur donner un coup de main et d'essayer de se projeter un petit peu sur notre avenir. En tous les cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on retrouve des sols vivants, on retrouve des sols de plus en plus propres. En tous les cas, on travaille tous dans ce sens et on essaie justement d'améliorer notre façon, notamment sur les grandes plaines, de traiter intelligemment. Alors après, voilà, malheureusement, pour certaines cultures, il y en a certains qui sont obligés d'utiliser encore des produits nocifs.
Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un vrai changement, une vraie interrogation. Et aujourd'hui, on retrouve également des vignerons qui travaillent sur ces sols vivants. Et ça, c'est magique parce que vous vous promeniez dans les vignes et vous avez des sols avec des vers de terre, avec un nombre important de petites bêtes. Ces petites bêtes, elles nous aident, elles travaillent avec nous et elles nous permettent justement d'améliorer la qualité de nos légumes. Voilà. Et tout ça pour vous dire aussi que mon passage en Scandinavie, il est hyper important et hyper intéressant de les écouter dans un premier temps et ensuite de leur expliquer un peu ce qu'est notre région, parce que finalement, c'est vrai que pendant très longtemps, on ne parlait pas trop de la région Centre-Val de Loire. C'était une région qui était un peu endormie en plein milieu de la France. Et je pense qu'on a vraiment redynamisé les choses. Alors déjà je trouve que la Loire, depuis qu'elle a été classée en 2000, voilà, il y a une vraie dynamique qui s'est recréée avec un retour de l'écosystème et de la biodiversité justement autour de cette Loire. Et la Loire à vélo aujourd'hui était vraiment quelque chose d'hyper fédérateur dans le monde entier, puisqu'on sait que de toute façon on se déplace de plus en plus en vélo et notamment dans nos grandes villes, et on a envie justement de plus en plus de passer nos vacances sur notre vélo. Et ne serait-ce que ça, voilà, quand on en parle en Espagne, en Suisse, en Hollande, en Norvège, les gens vous parlent de quoi? Ils vous parlent de la Loire à vélo. Et ça, c'est superbe, parce que cette Loire à vélo, en fait, c'est un fil conducteur derrière pour aller voir nos petits producteurs, pour aller voir nos maraîchers et pour aller voir les gens justement qui font des belles choses autour de nous. Et en tous les cas, voilà, pour moi, le maraîchage dans notre région a fait un grand pas en avant. Il faut les aider, il faut continuer à les soutenir. Et plus on va être à les soutenir, plus on va être à les aider et plus on va valoriser justement leur travail. Il y a un exemple qui est flagrant, et je ne sais pas s'il y a des Suisses dans notre salle, mais en tous les cas, en Suisse, c'est impressionnant de voir ce que peut être un agriculteur en Suisse. Parce qu'on les aide, parce qu'on achète au bon prix, et il n'y a aucune ferme bancale, il n'y a aucune ferme qui tombe par terre, et tout est propre et nickel, parce qu'on les valorise en fait, ces gens. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais on consomme tous du beurre. Le beurre a pris un prix mais de dingue, alors que je suis sûr que le litre de lait n'a pas augmenté pour autant. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que ça veut dire qu'on profite de cette crise du Covid pour augmenter tous nos prix, alors qu'en fait, les personnes qui en ont besoin, c'est ceux qui traient les vaches tous les jours et qui se donnent la peine de se lever à 6 h le matin et qui se couchent à 22 h le soir parce qu'il y a 2 traites dans la journée. Donc ça, c'est terrible. Et c'est la même chose pour nos légumes. Donc voilà, on ne peut pas refaire le monde, mais en tous les cas, soutenez nos petits producteurs locaux, on en a besoin. Et c'est vrai que voilà, pour revenir à ce maraîchage, rien de tel qu'une bonne carotte qui sort de la terre, puis qu'une carotte qui a reçu des traitements et qu'on achète tout emballé au supermarché. Merci, puisqu'on parle des pratiques, de l'évolution des pratiques et de l'agriculture. Oui, Voilà. et alors je suis revenu à la terre parce que je l'avais quittée. Il n'y avait pas beaucoup d'avenir à cette époque. Quand mes parents m'ont annoncé qu'ils avaient rencontré mon professeur d'agronomie qui lui avait dit sur le marché de Romorantin, nous les agronomes, on s'est trompé sur toute la ligne. Il faut qu'on réapprenne tout le contraire de ce qu'on a appris. Alors ça m'a figé mon père qui, dans la foulée, je vous passe les détails, est tombé en agriculture biologique comme on tombe en religion en quelque sorte. Et là, les plantes adventices, qu'on appelle les mauvaises herbes, sont mis à submerger les récoltes. Et moi, revenant à la terre, je me suis posé la question, mais comment faisaient nos prédécesseurs pour avoir des récoltes honorables, pour avoir cette prospérité de l'agriculture qu'on entend par les chansons comme la chanson des Blés d'Or, etc., qui vous racontent toute une histoire de cette campagne qui était prospère, qui était bien nourrie. Je découvre que les variétés utilisées il y a 50 ans ou 100 ans n'existent plus. Je commence par les céréales. Et je redécouvre une céréale qui est maintenant emblématique, qui s'appelle le rouge inversable de Bordeaux. Magnifique, 1,50 m, 1,70 m de haut,
qui flotte sous le vent fécond des moissons. Un peu de poésie avec Paysan, ça va. Et ma première récolte, c'est 1975 de ce blé-là. Hein. Je la vends à une société bien connue en Belgique, qui est la société Lima de produits biologiques, parce que ces gens étaient des mécènes, aidaient l'agriculture biologique à émerger. C'était des artistes qui vivaient de leurs droits d'auteur, peintres, sculpteurs, musiciens, etc. Et avec Pierre Guévart, qui était le chef de famille à l'époque, nous avons collaboré pour la certification, l'officialisation de l'agriculture biologique en France et ensuite en Europe. Et il m'achète ma moisson, ma récolte en me la payant bien sûr, comme ce que vous disiez. C'est tout à fait logique que de payer le travail à sa juste valeur. Et le soir de Noël 1975, j'ai un minotier qui m'appelle, minotier de Précy-sur-Seine, les moulins de Cologne, bien connus pour la boule bio, etc. Déjà, qui me dit: Monsieur Desbrois, je vous appelle parce que j'ai besoin d'un renseignement. C'est bien vous qui avez vendu votre récolte à Pierre Guévart? J'ai dit: oui, c'est bien moi. Mais alors dites-moi, quelle est cette variété de blé que vous lui avez vendue? Et là, je sens venir quelque chose. Je dis: écoutez, je vais vous le dire, bien sûr, mais moi, je veux savoir pourquoi vous me posez cette question. Je dis: écoutez, monsieur Desbrois, si nous avions du blé comme ça, on n'aurait plus besoin d'aller au Canada ou aux États-Unis pour acheter des blés de force et faire une farine et un pain honorable en France. Ça m'avait fait le raccourci, le lien entre agriculture, alimentation, santé. D'un seul coup, j'ai vu toute l'ampleur de la démarche et la cohérence de la démarche. Et puis quand ensuite on côtoie des gens de très haut niveau, des agronomes connus comme le professeur Kelling, comme Jean-Marie Gatron, qui m'ont fait découvrir le lupin, après cette protéagineuse dont on entendra parler dans l'avenir, je vous le certifie, eh bien on découvre comme le célèbre André Voisin, membre de l'Académie des sciences, qui a eu des funérailles nationales en Amérique latine parce que c'est lui qui a inventé les pâturages tournants pour mettre les animaux au bon moment de la croissance de l'herbe pour qu'ils aient la meilleure nourriture possible et qu'il les ramène ensuite quelques semaines après parce que les parcelles tournantes ont permis à cette première parcelle de repousser et ainsi de suite. Et André Voisin disait une chose qui m'a frappé: qui change le sol, change le sang. Et il en amenait la démonstration dans ses troupeaux en Picardie, puisqu'il était professeur à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, et il avait 2 troupeaux en Picardie. Et donc ils avaient constaté que l'usage d'engrais azotés, et à l'époque c'était pas des quantités considérables comme nous savons maintenant. Il était à 60 unités d'azote, 60 kilos d'azote pur, ou à la limite peut-être 100, mais je ne suis pas sûr. Et donc il avait observé que sur les parcelles où paissaient les troupeaux, sur les parcelles qui avaient reçu un peu plus d'azote, il avait une chute vertigineuse du taux de cuivre dans le sérum sanguin. Le cuivre qui est un protecteur anti-infectieux, dont vous comprenez après toutes les maladies. Tout ça, ça m'a beaucoup impressionné. Et donc j'ai repris le chemin de l'université pour faire un doctorat de sciences de l'environnement, parce que vous ne pouvez être entendu que si vous avez des diplômes, évidemment. Je m'en suis rendu compte quand j'entendais parler des gens qui me disaient: mais quel diplôme avez-vous pour dire ce que vous dites? En gros, si vous n'avez pas de diplôme, taisez-vous, quoi. Et je me suis dit, si ce personnage a un doctorat, je crois que je peux en avoir un aussi. Et c'est ce qui a motivé mon périple ensuite. Donc voilà le lien entre agriculture, alimentation, santé. Et là, j'en profite quand même pour vous donner un scoop. C'est encore un scoop, ça ne va pas le rester longtemps. J'organise en juillet 2018 un colloque international, un colloque franco-russe sur le lupin, justement. Parce qu'il y a que dans les pays de l'Est qu'on retrouve il y a une sorte de guerre lupin-soja. Soja aux États-Unis, lupin les pays de l'Est. Et j'avais déjà travaillé avec eux, avec les Hongrois, il y a 40 ans. D'ailleurs, on avait publié un livre avec le ministre de l'Agriculture hongrois qui s'appelle Le Lupin, dont j'ai l'honneur de figurer sur ce livre également. Et
j'ai appris que la Hongrie, aujourd'hui, le lupin, alors qu'il y avait un établissement ultramoderne de recherche avec une centaine de chercheurs dédiés au lupin, n'existait plus. Et puis j'ai appris que toute l'Europe était dépendante à 80%, tous les pays d'Europe, des importations de soja américain. Ça représente 31 milliards de dollars par an, donc 5 milliards d'euros pour la France. Voilà. Donc ça vous explique comment on uniformise, comment on standardise, comment on change, on bouleverse l'agriculture. Et là, j'attends un bouleversement le mois suivant de ce colloque. Le ministère de l'Agriculture m'appelle. Une jeune fonctionnaire fraîchement nommée me dit « Monsieur Desbrois, je suis heureux de vous retrouver, je viens d'être nommé ici. Mais voilà, pourquoi je vous appelle? En fait, j'aimerais tester vos variétés ancestrales. Parce que moi, je fais profession de conservatoire de variétés anciennes depuis le début des années 70. » Et je lui dis « Oui, très bien. Et pourquoi vous voulez ?» Parce que je suis une spécialiste des endophytes. Alors, je vous fais la traduction. Endophytes, c'est les microbiotes des plantes, les écosystèmes microbiens symbiotiques qui accompagnent les plantes, qui accompagnent les sols. Et qui sont présents normalement et qui doivent être présents dans les sols, remplacés aujourd'hui par les pesticides, les engrais chimiques, etc. Mais aussi avec une perte de saveur, une perte de résistance. Et donc, d'un seul coup, je découvre, mais alors, ma marotte de conserver les variétés anciennes, c'est pas du folklore. Ah, mais dis donc, c'est tout le contraire. C'est même fondamental. Parce qu'en n'ayant plus ces endophytes, vous ne réinoculez plus l'écosystème terrestre. Et on va voir l'écosystème terrestre s'affaisser progressivement avec tous ces artifices dans lesquels on a oublié des choses essentielles, notamment la microbiologie. Voilà. Et donc, je vais reprendre mes études pour une thèse. Et donc, je lui dis, avec plaisir, je vais vous confier des graines des semences de mon conservatoire, puisqu'on a 1800 variétés en collection, parce que ça fait plus de 40 ans qu'on collectionne ces souches qui viennent du monde entier. Hein. J'en ai trouvé beaucoup aux États-Unis, d'ailleurs. Cantaloup, les fameux melons Cantaloup que j'ai trouvés dans l'Arizona. Bon, c'est paradoxal, mais ça, c'est les États-Unis parce qu'ils n'ont pas de catalogue officiel. Ils n'ont pas de problème. Nous, on a eu beaucoup de problèmes. Moi, j'ai été condamné pour avoir mis à mon catalogue une variété de pommes de terre qui était soi-disant disparue, qui s'appelait l'Institut de Beauvais. Et la répression des fraudes, qui venait pratiquement tous les 2 mois chez moi pour regarder ce que je faisais, envoyé par des plaintes de certaines industries semencières, en disant « mais vous le laissez faire, c'est pas normal, il n'a pas le droit, etc. » Donc ils venaient régulièrement, et puis ils ne faisaient jamais de procès, donc on les soupçonnait de me couvrir, ce qui était faux. Bien entendu, c'est qu'ils ne pouvaient pas, parce que j'avais un mandat de la Commission européenne pour faire des recherches, pour trouver des variétés en adéquation avec l'agriculture biologique. Donc ça les gênait beaucoup. J'avais ce paravent, en quelque sorte. Et elle me dit donc, je lui remets des variétés, mes variétés de tomates en particulier. On a 250 variétés de tomates différentes. Et donc, elle fait un test. Et je lui dis, quand je vais la rencontrer à Montpellier, au siège de l'INRA de Montpellier, qui travaille sur les endophytes, alors, qu'est-ce que ça a donné? Ah ben, il n'y a pas photo, me dit-elle. On a sympathisé avec son directeur de recherche, qui est 43 chercheurs sous sa houlette, sur ce chapitre-là des endophytes, et qui m'a intégré dans l'équipe de l'INRA avec le jeune ingénieur qui travaille chez nous également. On est aux premières loges pour suivre ce qui se passe. C'est un programme de 3 ans. Puis il y a une deuxième équipe de l'INRA qui maintenant est venue nous rejoindre avec des membres d'AgroParisTech, Sylvie Poutot pour la citer. Et donc on se dit... Mais alors, c'est l'argument incontournable pour les gens qui veulent défendre la biodiversité. On a un apport scientifique, on a un document scientifique, une recherche scientifique qui prouve que nous avons raison de retrouver ces variétés anciennes. Donc je vous invite à penser non pas seulement à agriculture biologique avec des hybrides F1, parce qu'on sait ce que ça donne,
c'est à peu près aussi insipide que les hybrides F1 en conventionnel. Donc il faut absolument revenir aux variétés ancestrales et choisir les variétés qui sont adaptées à nos conditions pédoclimatiques. Voilà. Donc c'est tout un travail à refaire, mais on a vu le temps devant nous. Voilà. Je voulais mettre l'accent sur ce sujet parce qu'il y a seulement que quelques années que d'ailleurs la sphère de la recherche s'enflamme, c'est le nouvel Eldorado. Il y a des laboratoires partout qui ont beaucoup de moyens, aux États-Unis, en Belgique, qui travaillent sur les endophytes. Parce qu'ils pensent qu'ils vont vendre une petite mixture à base de bactéries pour accompagner les semences. Je pense que c'est ça. Mais nous, on va essayer de promouvoir les semences traditionnelles et ancestrales. Merci. Donc on voit qu'on est vite dans un discours quand même très militant, très engagé. Donc voilà, donc on était côté de l'agriculture, du sol. Peut-être qu'on peut revenir vers l'assiette, la promotion aussi de la gastronomie et puis d'action. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir ce lien entre du local à l'international. Donc là, je vais voir ailleurs ce qui s'y passe, mais il y a aussi, on fait venir, enfin, aussi on accueille chez nous et on développe la question du tourisme. Oui, alors sur le tourisme, il y a beaucoup à faire en matière de gastronomie. Évidemment, c'est un milieu finalement qui est assez peu animé. Il y a des réseaux de chefs, etc. Et on voit surtout la partie émergée de l'iceberg qui sont les restaurants. Voilà. Mais il y a toute une mise en tourisme de la gastronomie dans son ensemble qui reste encore à construire. On n'a vraiment que les limites de notre imagination dans le domaine. On peut très bien imaginer créer des circuits gastronomiques à travers la région, du producteur au consommateur, mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que, alors, faut évidemment encourager, mettre en avant toutes les démarches vertueuses, mais ça se prête pas forcément à une mise en avant, je dirais, intensive. C'est plutôt souvent assez confidentiel. J'en discutais tout à l'heure avec Éric Roy. J'ai eu la chance, enfin je connais son établissement, il m'a montré derrière, il a mis en place un endroit très convivial où on va pouvoir goûter les produits, il va pouvoir les expliquer, etc. Mais Éric, il est maraîcher. Hein, il n'est pas opérateur touristique. Voilà, donc ça va être très, très compliqué à monter. Alors, le plus facile, évidemment, c'est de s'appuyer sur le no-tourisme. Là, les caves sont habituées maintenant à recevoir du tourisme. Et encore, faut-il que pour le touriste, ça soit ouvert sur une grande amplitude horaire, que les gens parlent anglais, que ça ne soit pas forcément sur rendez-vous. Donc on a beaucoup à travailler, mais il y a un potentiel derrière et toutes les démarches d'excellence que vous citez à mettre en avant. Voilà. Donc dans la promotion la promotion touristique de la gastronomie, déjà ce qui nous manque, c'est un grand site internet qui fédère tout ça. Un site portail qui met en avant les chefs, mais qui met en avant également les producteurs, les filières de formation aussi. Et à partir de si on a construit vraiment ce grand site internet, on va être capable à grande échelle, là, pour le coup, faut mettre tout le monde autour de la table, aussi bien la Cité de la gastronomie, les départements, la région, etc., pour que tout le monde joue le jeu. Ces portails de toutes les filières, depuis la marque C'est du Centre jusqu'aux graines anciennes, hein, voilà. Et à partir de là, se servir de ce grand site aussi pour faire de la pédagogie et de faire de la gastronomie, je dirais, par le produit et par le produit de saison. Et c'est là où on rejoint, je dirais, l'aspect jardin de la France. On a la chance d'avoir un territoire très équilibré, avec beaucoup de variétés. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de grands marqueurs. Hein. Je dirais, notre tour Eiffel gastronomique, elle est là, hein, c'est Christophe. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de choses à montrer. On n'a pas de recettes emblématiques. On n'a pas le cassoulet ou la choucroute. Hein. Les produits tourangeaux sont bons, etc. Mais on n'a pas de grands marqueurs. Donc, il faut plutôt s'appuyer certainement sur les produits, la saisonnalité. Là, la période est riche en ce moment. Là, je voyais justement des posts d'autres maraîchers qui
disait c'est la belle saison, il y a toutes les courges, etc. Et de saisonnaliser, je dirais, une offre gastronomique justement par le produit. C'est la saison aussi du lièvre à la royale. Alors là, on sort complètement du registre des fruits et légumes, mais on posait il y a quelques jours la question, toi qui connais un peu, où est-ce qu'on trouve du lièvre à la royale ici ? Eh bien, on n'a pas ce classement thématique. Voilà, il faut qu'on soit en vigilance sur tous les sites internet des chefs. Donc Christophe la pratique, et puis tous les uns et les autres s'y mettent à tour de rôle. Mais on n'a pas du tout cette approche produit. On va arriver évidemment sur la saison de la truffe. Ça, c'est un gros atout de la Touraine. Voilà, donc il faut mettre en avant ce produit et toutes les façons de l'accommoder. C'est un autre regard qu'on pourra porter sur la gastronomie, où on pourra se distinguer. Donc on a énormément de choses à faire, encore un gros potentiel. Donc je tends la main à la Cité de la Gastronomie, je l'encourage. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et de valoriser toutes les démarches d'excellence. Et par contre, elles sont largement engagées en tant qu'observateurs. Je vois bien que le circuit court, le produit de saison, etc., c'est le lot de tous les bons chefs maintenant de la région. Merci. Donc c'est vrai que sur cette question d'image, d'identité, qui renvoie aussi à un rayonnement et donc au développement de l'activité touristique, ça bénéficie aussi aux habitants. Donc peut-être rebondir sur des actions plus locales. Voilà, il faut de toute façon. Oui, je voudrais réagir un tout petit peu sur ce qui a été dit. D'une part sur cette question de plat emblématique, parce que c'est vrai que c'est un peu quelque chose que j'entends comme ça régulièrement en Touraine, on n'a pas de plat emblématique, etc. Ok, mais alors moi du cassoulet, de la choucroute, j'en mange pas tous les jours. Alors que des fruits et des légumes, j'en mange tous les jours. Donc finalement, je me dis, la gastronomie que nous, on a peut-être envie d'incarner, c'est une gastronomie aussi du quotidien, qui repose pas justement sur un plat, qui repose pas sur un personnage non plus, aussi talentueux soit-il, évidemment, c'est pas le sujet, mais ce soit une gastronomie partagée, accessible, et là aussi, qui bénéficie aux habitants. Je trouve que c'est extrêmement... Pour moi, c'est l'enjeu de cette cité de la gastronomie tourangelle, c'est qu'elle soit accessible finalement, que tout le monde se sente ambassadeur de la gastronomie de sa région et puisse dire, en Touraine, on a des fruits et légumes extraordinaires qui poussent avec des variétés anciennes, qui sont faits sous forme de mini-légumes chez certains maraîchers, mais aussi de façon beaucoup plus traditionnelle. Voilà, qu'on ait cette culture et qu'on s'en sente aussi fier, qu'on ne soit pas dans une logique de l'excuse permanente de dire on n'est pas reconnu comme gastronomique, parce qu'à force de s'excuser, en fait, on ne génère pas un message très attractif aussi. Quand on parle de rayonnement, il faut mettre en valeur ses atouts. Donc je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, une autre réflexion que j'ai eue en vous écoutant, en entendant parler des semences, de la gestion des déchets aussi, c'est que l'alimentation et la gastronomie, c'est un écosystème, comme un jardin, finalement, avec ses régulations. Et il faut qu'on soit acteur de l'ensemble de l'écosystème. On ne peut pas juste se concentrer sur le moment de consommation du repas. Parce que c'est occulter finalement tout ce qu'il y a autour. C'est occulter le producteur, la semence qui a permis même aux légumes d'être produits, parce que les semences, alors c'est un peu plus confidentiel, mais c'est un sujet majeur, énorme en agronomie. Et il y a beaucoup de combats pour avoir une forme de liberté autour de la semence qui a été captée par des grands groupes. Et puis la question des déchets, avec ce retour à la terre à la fin de ce qui n'a pas été consommé, des épluchures. Et ça, c'est aussi une éducation. Là, je rejoins ce que vous évoquez sur ce que fait la collectivité. Il y a une éducation apportée auprès des publics, des scolaires notamment, des enfants, mais aussi du citoyen de la ville, finalement, qui puisse avoir accès à un lieu où sont produits des légumes facilement, près de chez lui. Parce que beaucoup d'urbains ont perdu le lien à la production la plus ordinaire. Et alors, autant à Tours, on a l'avantage d'être très vite à la campagne et de pouvoir avoir très vite accès à des producteurs, mais dans certains quartiers, il faut quand même se dire que même si c'est tout à côté, les gens n'y vont jamais et n'ont pas ce lien à la production. Donc il y a eu une démarche aussi de la ville de remettre des espaces de production dans les parcs de la ville, avec des jardins, des potagers solidaires dans les parcs, qui sont ensuite avec une redistribution envers les habitants, pour que, ne serait-ce que visuellement, finalement, les gens puissent voir des légumes pousser. Ça renvoie à la saisonnalité. Qu'est-ce qui pousse à cette saison-là ? En fait, à cette époque-là, il ne pousse rien aussi, parce qu'il y a des moments où il ne pousse rien.
Donc ça, je pense que c'est extrêmement important et que notre rôle à nous, il est aussi de recréer ce lien entre la production agricole et l'urbain, d'accompagner les enfants vers la consommation de tous ces fruits et ces légumes, y compris ce qu'on appelle maintenant de moins en moins, je trouve, oublié, parce que finalement, c'est aussi une question très générationnelle, cet esprit-là, parce que les jeunes aujourd'hui mangent tous les légumes que leurs grands-parents ne voulaient plus consommer parce qu'ils l'associent à des périodes de restriction assez dures. Donc je pense que là, il y a un effet générationnel très fort sur la consommation de légumes anciens. Mais en tout cas, les remettre aussi dans les cantines. Enfin, nous, on a la chance à la ville de Tours d'avoir une régie publique sur la restauration scolaire, donc on est maître de notre destin sur ce que mangent les enfants dans les cantines. Bon, c'est 8000 repas jour, donc on n'a pas vocation à faire de la gastronomie tous les jours pour 8000 enfants, je vous l'avoue. Ceci étant, l'enjeu, c'est que ce soit tous les jours bon et que ce soit varié, que ce soit de saison, que ce soit le plus possible issu d'une production locale et de qualité, pour que ça fasse vivre aussi ce jardin de la France. Parce que pour que des maraîchers s'installent, vivent, enfin des arboriculteurs, des viticulteurs, un peu moins pour les scolaires quand même, mais il faut quand même qu'il y ait des débouchés aussi, qu'il y ait et que nous, on se positionne aussi comme un garant de dire installez-vous, développez vos productions, on vous les achètera et on vous les achètera à un prix qui vous permet de vivre décemment, parce qu'il y a aussi ça derrière. Donc notre rôle pour moi, il est là, il est à la fois dans l'éducation et dans la sensibilisation du citoyen et de l'enfant. Il est dans ce qu'on peut faire consommer et ce que nous on achète en tant qu'acheteur public, être moteur d'une évolution dans le bon sens des pratiques agricoles. Et puis, il est aussi dans la préservation du foncier, parce qu'on a un rôle fort, les collectivités, là-dessus, et surtout en milieu urbain et périurbain. Alors nous, à la ville de Tours, des terres agricoles, on ne peut pas dire qu'on en a encore beaucoup, mais en tout cas sur le territoire de la métropole, là, il y a un formidable potentiel agricole qui demeure. Et affirmer très fort que ces terres agricoles ne seront pas à urbaniser, urbanisables, et qu'il faut maintenir ces terres agricoles, il faut maintenir cette ceinture de résilience alimentaire aussi. Je pense que ça, c'est un message extrêmement fort que doivent porter toutes les collectivités sur leur strate de compétences. Merci. Donc là, on rebondit bien aussi sur des enjeux. À chaque fois, on a vu la diversité et aussi, du coup, comment se lient aussi les questions environnementales, sociales, liées à l'alimentation, à la santé, et puis bien sûr à l'éducation. Alors peut-être justement sur ces questions plus d'enjeux par rapport au futur, puisque c'est vrai qu'on a démarré la journée avec un message plus, voilà, peut-être un peu gris, un peu noir sur notre avenir. Donc on va quand même rester positif. Donc là, c'est vrai qu'on part justement des actions pour montrer justement en quoi, quand on est sur un territoire, qu'on soit agriculteur, qu'on soit élu, qu'on soit chef, qu'on travaille dans différentes institutions au final, ou différents lieux, on peut aussi agir sur ce quotidien-là. Et donc, j'aimerais bien vous interroger justement par rapport à ces enjeux du futur. Donc, ce que vous identifiez comme étant peut-être quelque chose vraiment à prendre en compte. Donc, on voit bien cette question du foncier, et ça aussi, c'est un débat qui revient sur la minéralisation des terres, cette transformation, le fait de préserver justement ces terres agricoles. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur peut-être ces enjeux, mais du futur. Moi déjà, pour reprendre un petit peu le plat, moi je rêverais d'aller manger une bœchelle quelque part qui soit de grande qualité, parce que je pense que ce plat, il mériterait justement qu'on s'y intéresse et qu'on le fasse évoluer, parce que finalement, c'est aussi l'image de Tours. Donc on en parle très peu, et finalement, voilà, c'est un plat qu'il faudrait continuer à faire vivre. Donc non, on n'a pas de grands marqueurs, mais en tous les cas, on a une région où il y a quand même cette richesse des produits qu'on a toujours entretenus et qu'on va continuer à entretenir au fur et à mesure du temps. On parle là d'urbanisation, parce que c'est vrai que quand on voit nos grandes agglomérations, de plus en plus, on a des constructions qui se mettent sur des terres maraîchères. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que si on regarde rien que la ville de Tours, il y a 50 ou 60 ans, il y avait beaucoup plus de maraîchage tout autour. Quand on va se promener chez Eric, on voit toutes les exploitations qui ont été abandonnées malheureusement tout autour de chez lui. Donc on voit très bien que déjà d'une, c'est un métier qui a souffert, et en plus, plutôt que de continuer
à soutenir nos agriculteurs et nos maraîchers, on préfère construire des immeubles pour pouvoir se loger. On en a besoin, puisque de toute façon, il faut bien qu'on habite quelque part. Mais en tous les cas, on voit que malheureusement, on est en train de perdre nos terres de maraîchage qui étaient quand même assez riches et assez uniques. Ça, c'est aussi dans notre façon d'évoluer sur Terre, et malheureusement, c'est comme ça. En tous les cas, moi, je ne vois pas notre avenir plus noir que ce qu'on vient de passer. Je pense que les années les plus difficiles en termes de pollution, on vient de les passer, malheureusement, et je pense que c'était ces années 80, 90, 2000, avec l'arrivée notamment des fast-foods et de notre alimentation qui avait complètement changé dans ces années. On voit très bien, et en tous les cas, on a un petit stop qui a commencé à se faire justement sur cette façon de s'alimenter. Moi, j'ai 2 filles, 14 ans et 10 ans. Aujourd'hui, elles sont encore plus engagées que nous, on pouvait l'être. Elles font attention à ce qu'elles achètent. Et je ne parle pas spécialement du côté financier, mais vraiment attention aux produits qu'elles vont pouvoir acheter parce que celui-ci, il a été fabriqué de telle façon et ça ne leur plaît pas. Et en tous les cas, on voit que les enfants, et notamment parce que j'ai fait quand même pas mal de tournées de collège pendant le confinement, on voit que les enfants sont sensibles aussi à l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement et à la façon de s'alimenter. Alors, le plus gros élément à traiter justement sur la petite enfance et sur le primaire et le collège, c'est les déchets, parce que malheureusement, c'est aussi un point qui est assez compliqué. Il y a des enfants qui aiment ou qui n'aiment pas. Aujourd'hui, on ne peut plus forcer quelqu'un à manger parce que ça ne serait pas bien et qu'il ne faut pas le faire. Mais on voit quand même que ces jeunes ont envie quand même de faire attention à tout ça. On voit qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour la perte notamment du pain aussi dans les écoles. Donc ça bouge tout ça. Et moi, je ne vois pas notre avenir noir, je vois justement notre avenir rose, rouge, bleu, parce qu'on a tous envie de se faire plaisir et de continuer à faire évoluer justement notre façon de s'alimenter et notre façon justement d'impacter l'environnement. Donc on parlait tout à l'heure des variétés anciennes. Il y a quelque chose qui était assez marrant parce que moi j'ai travaillé pour M. Paul et M. Paul disait souvent les légumes oubliés, s'ils ont été oubliés, c'est qu'il y a une raison. Et qu'à l'auberge, on ne travaillait jamais de légumes anciens. Donc pour lui, c'était banni et on ne devait même plus en parler. Moi, aujourd'hui, j'en suis arrivé à planter des maïs qui montent à plus de 3 mètres dans mon jardin et les gens me demandent ce que c'est, quoi. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça et qu'aujourd'hui, les maïs, au fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les champs, mais ils étaient à 2,50 m, maintenant ils sont passés à 1,50 m, quoi. Et bientôt, on va rentrer dans un champ de maïs et on va pouvoir voir le copain en face. Donc c'est dingue ce qui se passe. Et c'est ça, en fait, qui est terrible. On parle du blé rouge de Bordeaux. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans la restauration à travailler ces farines, et notamment sur ces pains. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'il faut qu'on continue à dynamiser cette partie et à dynamiser justement nos maraîchages et notre façon de s'alimenter. On le voit, de toute façon, cette période, elle nous a tous marqués, elle nous a tous donné envie d'aller voir nos maraîchers, nos petits producteurs. Donc on voit très bien que cette évolution, elle est en train de prendre. Nos maraîchers se sont bougés aussi pour pouvoir commercialiser leurs produits parce que ce n'était pas évident non plus. Donc il y a eu une vraie dynamique et puis on consomme aussi différemment. Aujourd'hui, on est tous sur notre portable. On ne peut pas faire autrement parce qu'on a tout qui est dedans, on a toute notre vie dans notre portable. Et ça, c'est malheureux, mais malheureusement, c'est aussi notre évolution qui a voulu ça. En tous les cas, ce qui est remarquable et là où on a envie justement d'aider nos maraîchers, c'est la qualité, c'est la façon dont on s'alimente. On mange moins, mais on mange meilleur et on mange de plus en plus justement de céréales, de petites graines, parce que ça, c'est aussi notre futur. On parlait du lupin, mais il y a le quinoa, il y a l'amarante, il y a toutes ces petites graines qui commencent à venir et qui seront de plus en plus intéressantes dans notre façon de consommer. Je sors un petit peu des insectes parce que je suis pas un pro-insecte malheureusement. C'est quelque chose qui pour l'instant m'effraie également. Peut-être qu'il faudrait que j'y aille, parce qu'il paraît qu'il y a des superbes criquets au paprika qui sont terribles pour l'apéritif. J'ai pas encore goûté à tout ça. Mais en tous les cas, moi je crois en l'avenir des céréales et en l'avenir du végétal parce que c'est quelque chose qui m'anime. Mon papa était boucher. S'il m'entendait encore, il me dirait non mais ça va pas ou quoi. Mais en tous les cas, moi je trouve que
on est mieux. Même physiquement, je trouve qu'on est beaucoup mieux quand on mange moins de protéines animales. Avant, il fallait absolument qu'à chaque repas, on ait de la viande ou on ait du poisson. Moi, je trouve que voilà, on peut passer 2-3 jours justement sans ces protéines animales et en mangeant du végétal. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, voilà, est aussi notre façon de s'alimenter dans l'avenir. Et malheureusement, je ne vais pas me faire copain aussi avec les boulangers, mais la fermentation, c'est super, c'est top et il y a de très belles choses à faire dessus. Et en tous les cas, moi, je trouve que voilà, ça peut nuire parfois. Alors, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sans gluten et souvent on dit c'est un effet de mode. C'est pas qu'un effet de mode. Manger du pain matin, midi et soir et faites ça pendant une semaine et sans s'arrêter, vous allez voir qu'à la fin, vous allez être bibendum parce que vous allez être gonflé, quoi. Et c'est vrai que voilà, moi, je trouve que le pain, c'est aussi très très bon, ça fait partie de notre alimentation, mais on en consomme de moins en moins parce que finalement, la fermentation est un problème aussi pour notre estomac. Ouais. Donc voilà, il y a plein de réflexions hein, et je pense qu'on pourra aller très loin dans ce sens. Moi, c'est des choses qui m'animent et qui m'intéressent et que j'essaie vraiment de promouvoir et d'essayer de sensibiliser justement notre façon de consommer. Ouais. Alors l'avenir, c'est aussi la formation. Vous parliez tout à l'heure. Exactement. C'est exactement par quoi je voulais commencer. En fait, cette année, on a eu une expérience jubilatoire avec vos étudiants, ceux de l'école du paysage, mais aussi avec les étudiants de l'université, les étudiants de Blois. On a repris les métairies, la municipalité nous a permis de cultiver sur les anciens terrains maraîchers qui sont vides maintenant. Il y a peut-être un maraîcher, deux maraîchers, là où il y en avait des dizaines, je suppose. Puis alors en plus, on a découvert une terre extraordinaire. Sans fond, les légumes poussent à une vitesse. J'étais très surpris, moi qui viens de la Sologne, un peu squelettique, un peu avec des sols extrêmement pauvres et dégradés. Et là, d'ailleurs, je vous enverrai pour ceux qui sont intéressés les vidéos que nous avons prises des étudiants, parce qu'on les a pris, ils étaient un peu sous dépression au printemps. J'ai lu dans la presse que les étudiants se nourrissaient avec 2 euros par jour. Je me suis dit, comment ils peuvent faire pour se nourrir avec 2 euros par jour? Qu'est-ce qu'ils mangent avec ça? Et donc on est allé voir de plus près et on a mis en place l'opération des potagers étudiants collaboratifs. Et ça a pris tout doucement, enfin peut-être vous en avez entendu parler. Et là, actuellement, je sens qu'on va devoir se développer dans tous les campus de France. C'est ça très bien parce que quand je les ai vus ramasser les légumes à l'automne, là au mois de septembre, je les voyais tellement heureux que je les imaginais me dire finalement on va arrêter l'enseignement académique parce qu'on va revenir à la terre. Vraiment. Et il suffit de regarder les vidéos pour comprendre la joie qu'ils ont. Et puis on les a formés à la ferme aussi. Ils sont venus faire quelques stages. Tout ça, c'était bénévole parce que j'ai trouvé des mécènes pour aider cette initiative. Et vraiment, je crois que c'est un des grands tremplins pour expliquer aux jeunes la nécessité de retrouver une partie de son autonomie alimentaire. Je ne dis pas toute l'autonomie alimentaire, mais bon, quand on sait que la région francilienne, par exemple, n'a que 3 jours de stock, catastrophe, vous avez des émeutes au bout de quelques jours, il y a une grève des camions, etc. C'est fou ce qui se passe. Et là, il n'y a rien de prévu. Plan Orsec, on ne connaît pas la famine, les difficultés, mais si jamais ces camions qui, par exemple, traversent la frontière à Perpignan pour nous amener les fruits et légumes du Sud, c'est 1500 semi-remorques par jour qui passent à Perpignan, qui nous amènent les fruits et légumes, puisque nous, on a délocalisé toutes nos productions, c'est devenu des friches partout, voilà. Et on fait venir du bout du monde des légumes que nous devrions pouvoir produire nous-mêmes à proximité. D'ailleurs, ce n'est pas possible de continuer dans ces conditions, ne serait-ce que parce que notre système alimentaire dépend de manière extravagante de l'énergie fossile.
Une énergie fossile dont il va bien falloir se priver, trouver des solutions. On a écrit un petit livre avec Dominique Bourg sur 35 idées pour l'époque qui vient. Ben, on pense carrément revenir à l'expression la plus noble de l'énergie, qui est le muscle humain. Hein. Lorsqu'on fait des petites parcelles, ça marche très bien. Moi, je travaille avec des fermes qu'on appelle micro-fermes, comme celle du Bec-et-Loing, qui ont fait une démonstration fantastique de ce qu'on pouvait réaliser sans énergie fossile, uniquement à la main, ou avec un cheval éventuellement, mais à la main. Seulement, évidemment, vous ne cultivez que 1000 mètres carrés. Hein. 1000 mètres carrés, ça vous fait un emploi. 1000 mètres carrés, c'est 50 000 euros de chiffre d'affaires. Vous imaginez ce que vous pouvez faire quand on vous dit qu'il faut 300 hectares pour qu'une terre soit rentable? Non, mais c'est de la démence. Mais oui, pour qu'elle soit rentable, sans paysans, évidemment, puisqu'il n'y a plus de paysans. Et c'est pour ça qu'on les remplace par tous les artifices de la pétrochimie, de l'industrie lourde, et que nous devenons les otages permanents de ce truc. Il faut arrêter ça. On sait très bien quelles sont les conséquences maintenant. Tout est documenté. Les empoisonnements, toutes les maladies qu'on dit de civilisation, les maladies chroniques, viennent de la manière dont on s'alimente, dont on vit, c'est clair. Donc il faut changer tout cela, et pour ça, il faut aider les jeunes à comprendre leur mission, en quelque sorte. Si ils vont rester sur la Terre un petit peu plus longtemps, eh bien, il faut quand même que cette Terre reste habitable. Donc la ferme école va, je pense, faire des petits, et qu'on va pouvoir faire des réseaux de formation. C'est très, très urgent. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il faut aussi consacrer un moment au débat avec la salle qui, du coup, voilà, réagit déjà avant qu'on lui laisse la parole. Donc, à moins que l'un d'entre vous souhaite ajouter des éléments à ce débat, on peut maintenant peut-être ouvrir les questions. Oui, je suis désolée, j'ai un peu de mal. Merci beaucoup. Bonjour, donc moi ce que je voudrais surtout dire, c'est que je viens de vivre 50 ans en région parisienne, dans un village où quand je suis arrivée, il y avait 3 fermes céréalières, et maintenant il n'existe plus rien du tout. Toutes les fermes ont été transformées en lotissement. Donc je suis venue ici surtout à Tours, enfin de la région tourangeaine, Tourangelle, parce que justement c'est le jardin de la France. Et que pour moi, dans ma mémoire, c'était effectivement ce que j'avais retenu de la Touraine. C'était le jardin de la France où là, effectivement, on cultivait tout ce qu'on avait besoin. Et j'ai constaté, là, ça fait 1 an que j'y suis, et j'ai constaté qu'effectivement, c'est la réalité, c'est le jardin de la France. Et là aussi, on peut effectivement trouver des produits de la saison. Quand c'est terminé d'être cultivé, il n'y en a plus. Alors que moi, en région parisienne, on avait de tout, toute l'année, tout le temps, de tout. Des fraises en hiver, des tomates, et tout le hasard. Donc, pour moi, il n'y avait pas du tout cette relation avec la terre, avec le maraîcher qu'on peut connaître ici en région tourangelle. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais surtout dire merci beaucoup. Vous avez eu tous un discours qui m'a vraiment très intéressée. Donc, finalement, je n'ai pas de questions, mais simplement... Non, mais c'est bien justement de se rendre compte du dynamisme qui a été apporté justement dans notre région. Ça passe par tous nos châteaux finalement, parce que voilà, ça reste des monuments qui sont énormément visités. Moi, voilà, je les connais depuis 40 ans et on voit qu'aujourd'hui, tous ces monuments se sont dynamisés. Déjà pour réintégrer justement les jardins, hein, et notamment les jardins potagers, on le voit avec Chambord, mais pas que. Je veux dire, il y a beaucoup d'endroits où justement on a réintégré ces jardins potagers, et en plus, cette dynamique derrière, elle a attiré justement bon nombre de jeunes maraîchers à s'installer.
parce que voilà, ça rentre dans notre façon de consommer. Et on parle d'une autre chose qui est la saisonnalité. On voit que cette année, finalement, cette saison, elle a été hyper compliquée. Et Eric sera le premier à nous le dire, mais voilà, les plantes ont souffert de cette météo qui était terrible pour nous. L'avenir, malheureusement, elle passe par des serres, et ça, c'est fou, mais on n'a plus le choix aujourd'hui. Parce que nos plantes, elles poussent, elles retombent, elles repoussent, elles replombent. Donc finalement, le légume évolue très très mal. Et parce que voilà, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il pleut, un coup il va se mettre à faire un gros soleil, donc là ça les assomme. Voilà, la saison, ça veut plus rien dire en fait finalement. Il y a des périodes dans l'année, et en tous les cas il faut consommer voilà, ce qui sort de la terre et ce qu'a vécu justement ces courants climatiques, quoi. Bonjour, je voudrais dire deux choses. Je voudrais d'abord, on y a fait allusion, rendre un hommage appuyé à l'URGC, qui fait un très bon travail de conservation, de caractérisation de variétés locales, qu'elles soient animales ou végétales. Bon, en partie c'est végétal, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais et donc rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, ce début, en Touraine en tout cas, ce début de retour aux variétés dites anciennes, dites oubliées, que moi j'appelle depuis longtemps retrouvées, puisqu'elles sont là, ça se fait dans ces jardins de châteaux, entre autres, et on est un certain nombre à mettre à la disposition du public réellement ces légumes, la sucrine du Berry, etc., le sucrine Tour, et il y a toute une signalétique qui a été créée de façon à ce que le visiteur lambda le voit, puisse toucher la plante et se rendre compte qu'elle existe, et ensuite ça l'intéressera de retrouver cette plante dans son assiette. Voilà. Et j'en profite, puisque j'ai un micro, pour faire un appel au peuple. Je cherche depuis 25 ans le cardon de Tours, décrit dans les plantes potagères de Villemorin-Andrieux à partir de 1870, et dont il est dit que c'est à la fois le plus piquant et le meilleur, le plus fin. Donc ça ne va pas arranger nos amis restaurateurs, parce qu'ils vont se piquer les doigts. Et donc si quelqu'un connaît un endroit où on peut trouver ce cardon de Tours, je suis preneur. Merci. Ça, c'est des choses justement qu'on peut développer avec le conservatoire. On a relancé le céleri violet de Tours là, depuis 3-4 années, qui est un céleri qui fonctionne très très bien. Alors du coup, il faut s'y habituer, parce qu'il a un système de développement qui est beaucoup plus long, puisqu'il commence par taler, puis ensuite il commence à monter. Nous, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Donc là, on le travaille maintenant depuis 2-3 ans avec le conservatoire, et notamment justement grâce à la ferme Sainte-Marthe, justement, qui nous permet justement de pouvoir réaccéder de nouveau à ce genre de graines. Je pense que peut-être qu'il faut que je sollicite le conservatoire pour pouvoir avoir de nouveau ces cardons. Ouais. Mais on va essayer de le faire. C'est promis. Bonjour. Oui, je peux le tenir? Non? Ok. Je suis ici. Bonjour. J'avais juste quelques remarques et une question par rapport aux interventions. Moi, je suis originaire de la région parisienne, et je rejoins la dame de la mairie ou du conseil départemental. Je ne connais plus, j'ai pas retenu votre statut. Le fait moi j'ai trouvé, c'est la première fois que j'ai un tour, j'ai trouvé ça très charmant, et le fait de s'excuser, ça réduit peut-être l'image par rapport aux autres villes ou aux autres régions, et c'est peut-être aussi une histoire de communication sur tous les plans. Il y a des agriculteurs, lorsqu'on achète, on dit il est préférable d'acheter bio, d'acheter local et tout ça, mais faut-il que ça soit étiqueté? Toutes les personnes n'ont pas les mêmes moyens, mais sont peut-être prêts à mettre quelques euros de plus dans leur panier, parce que c'est le producteur d'à côté. Et dans les écoles aussi, lorsqu'on sait que le pain est produit est fait par le boulanger d'à côté, qui a acheté la farine pas très loin, ça réduit aussi
cette éducation au développement durable, à la santé, à la citoyenneté, ça réduit aussi le gaspillage alimentaire. Et juste un point sur le traitement des déchets, c'est vrai qu'après on doit les traiter, faire le compostage, et on incite beaucoup à faire le compostage. Faut-il avoir de la place chez soi? Donc il y a une inégalité vis-à-vis de ça. Et après il y a le principe de bioaccumulation, parce que je sais que les collectivités, elles incitent beaucoup au traitement des déchets, parce que on peut les réutiliser sous forme de compost dans son jardin, mais peut-être sous son compost pour faire pousser des fleurs et peut-être pas replanter en dessous, parce que si on a des épluchures pleines de pesticides, ben on va retrouver ça dans le compost de manière très concentrée. Voilà. Oui, je veux bien. Je suis de la ville de Tours. Non, alors deux choses que ça m'évoque. Alors sur les déchets, effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes capacités à traiter ces biodéchets en interne. Après, il y a de plus en plus de structures qui développent des solutions, y compris pour du compostage en pied d'immeuble, du compostage partagé au niveau des quartiers. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. Après, c'est beaucoup d'accompagnement aussi pour les habitants pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Enfin voilà, il y a tout un travail d'éducation là-dessus, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de solutions qui existent. Après, il faut à la fois que les collectivités accompagnent la mise en place de ces solutions quand c'est sur l'espace public, et puis fassent tout le travail de pédagogie aussi. Et là, ça rejoint aussi ce qu'on peut faire à l'école en expliquant aux enfants ce qu'on fait des biodéchets. Et donc en étant nous-mêmes vertueux, donc là on est en train de mettre en place la collecte des biodéchets dans les cantines de la ville, mais bon, c'est 50 points de restauration, enfin, c'est des tonnes et des tonnes de déchets, donc tout de suite on est sur des échelles qui demandent un tout petit peu de travail et puis de surface après pour composter, parce que mine de rien c'est pas les mêmes échelles. Mais en tout cas il y a aussi leur montrer que nous on le fait, comme ça eux le voient, le retransmettent. Les enfants sont des très bons médiateurs, sont des très bons prescripteurs aussi familiaux. Donc après de même chez eux ils vont dire on pourrait trier les déchets, il y a un composteur en bas de l'immeuble, etc., etc. Donc ça, je pense qu'il y a tout un travail à faire, mais je sens le mouvement quand même s'enclencher. Alors c'est peut-être encore trop minoritaire, mais il y a un mouvement qui s'enclenche, et quand même l'enjeu des déchets, avec le coût que ça va représenter pour les collectivités et donc pour les habitants de traiter leurs déchets, va faire qu'à un moment, il va falloir qu'on trouve des solutions, parce que finalement, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Et c'est une bonne chose, dans un sens, ça nous oblige à repenser nos pratiques. Et le deuxième sujet, c'est cette alimentation et sur la capacité à payer plus pour avoir de la qualité. Pour moi, c'est un enjeu, je n'ai pas répondu tout à l'heure sur l'avenir, mais pour moi, vraiment un enjeu aujourd'hui, c'est de dire comment on accompagne les populations, soit les plus précaires, soit les plus éloignées de ces préoccupations-là, ce qui sont deux sujets différents, vers ces sujets-là. Comment on fait en sorte qu'elles puissent manger à leur faim suffisamment, qu'elles puissent manger des produits de qualité et de saison aussi, qu'elles aient aussi ce réflexe-là. On voit très bien que certaines populations ne sont pas du tout capables aujourd'hui de manger, par exemple, en hiver, si vous leur faites des paniers type AMAP, on a ces retours d'expérience-là, où en fait la moitié du panier va partir à la poubelle parce que ce sont aussi des légumes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas cuisiner, et ils n'ont pas forcément le temps de les cuisiner aussi. Donc il y a vraiment tout ce travail à faire aussi, parce que si vous fournissez un panier de légumes bio de saison à une famille qui en fait se retrouve démunie avec ce panier-là et qui en met la moitié à la poubelle, tout le monde a perdu là dans l'opération. Donc c'est vraiment un enjeu. Comment on travaille avec les populations qui sont loin de ces sujets-là pour plein de bonnes raisons, et comment les collectivités, les acteurs de la gastronomie, on peut faire en sorte que le discours qu'on tient là, il participe au bien-être et à la bonne alimentation du plus grand nombre, et pas juste des initiés ou de ceux qui en ont les moyens. Et j'ai pas forcément les réponses. Il y a plein de choses, plein d'initiatives qui sont portées par des associations, des collectivités. Mais pour moi, l'enjeu aujourd'hui, le plus important, il est là finalement. Bonjour. Alors je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur Hay, au sujet des aléas climatiques de cette année. Parce que justement, un des avantages des variétés anciennes, c'est qu'elles s'adaptent aux conditions de climat et de sol. Elles ont cette capacité d'adaptation que n'ont pas les hybrides fins. Et donc, au conservatoire, que vous appeliez le conservatoire de la région Centre, en fait, c'est le conservatoire des 1000 variétés anciennes, qui est à Miancey, en Sologne.
malgré les aléas climatiques, finalement, nous avons perdu des tomates, évidemment. Mais bon, beaucoup sont repartis après cet épisode du mildiou. Celles qu'on a perdues, en fait, c'est parce qu'on les avait très peu éloignées, parce qu'on avait eu des canicules extraordinaires pour les tomates les années passées qui leur avaient beaucoup plu, puisque c'est quand même un ADN d'Amérique du Sud. Mais nos pieds de tomates qui étaient bien éloignés, eux, n'ont pas trop souffert. Et en fait, la seule chose qu'on ait perdue cette année, c'est le persil tubéreux. Donc vous voyez, avec des variétés anciennes qui sont très adaptables grâce aux endophytes, parce que les endophytes permettent aussi beaucoup moins de maladies. C'est tout un capital santé. Les endophytes, c'est l'équivalent de notre microbiote humain, en fait. Et voilà. Et puis alors, le céleri violet de Tours, il a vraiment besoin de pousser sous serre. Donc, comme vous le savez, on reproduit tous ces légumes pour l'URGC. Les graines viennent du Conservatoire des mille variétés anciennes. Et c'est vrai que quand on le cultive en plein champ et en serre, on n'a pas du tout la même chose. C'est le maïs que décrit Villemorin dans son catalogue. Et quand on le fait sous serre, alors c'est une plante extraordinaire, hein, qui est haute comme ça. Voilà. En fait, si l'URGC, il faut leur rendre hommage. Ils sont justement en réunion depuis hier à la ferme de chez nous, de Sainte-Marthe. Ils sont avec des collectionneurs de semences de toute la France qui viennent se rejoindre. On fait ça tous les ans, de façon à échanger des savoir-faire, des informations. Et c'est vrai que grâce à eux, on a fait un travail extraordinaire. Et nous, on a le bonheur de reproduire pour eux un certain nombre de choses. Ils méritent beaucoup, ils méritent notre sympathie, notre attention. Et donc, si vous voulez aussi retrouver des semences dont je parle, vous ne les retrouverez pas forcément sous l'emblème Ferme de Sainte-Marthe, parce qu'il y a quelques pirateries, mais vous les retrouverez sous 1000 variétés anciennes. Je vous le dis parce que Isabelle, qui s'occupe du conservatoire, vient de parler de ça. J'avais oublié de le dire, mais si vous êtes intéressé, vous tapez sur un moteur de recherche 1000 variétés anciennes et vous allez voir. Et aussi la façon de reproduire les plantes, parce que nous sommes, je crois, les seuls à apprendre à reproduire soi-même ses semences. Ça n'existe pas en France. Ben non, c'est très mal vu, hein. Vous comprenez. Mais nous, on a des formations, des stages de formation pendant toute la belle saison pour réapprendre aux gens à reproduire eux-mêmes leurs semences. Alors, est-ce qu'on aura encore une ou deux questions avant de clore la table ronde? Oui. Merci. Alors, moi, c'est une question qui s'adresse davantage à l'élu pour savoir si on ne pourrait pas, d'une certaine façon, mobiliser davantage vos collègues élus au niveau régional, bien sûr, au niveau départemental, au niveau des villes, pour vraiment donner cette image, faire de notre région, ce centre Val-de-Loire, le jardin de la France, pour que ce soit en termes de marketing territorial, de stratégie marketing, une véritable dynamique. On a autour de cette table, dans vos registres respectifs, toutes les compétences, toutes les énergies, tous les enthousiasmes pour aller dans ce sens. On peut s'appuyer sur une réalité historique. Jardin de la France, encore une fois, Rabelais déjà décrivait notre région comme le jardin de la France. Donc on a une réalité historique sur laquelle s'appuyer, on a des compétences, on a une réalité, il suffit de se balader dans les marchés de la région, on en parlait à l'instant, pour constater comme les légumes, les fruits sont très présents. C'est évidemment dans l'air du temps. Il y a cet intérêt, ce goût, cette curiosité pour les légumes. Alors il ne s'agit pas de prôner le végétarisme, mais comme Christophe le disait à l'instant, simplement manger un peu moins de viande, ça ne fait pas de mal. C'est dans l'air du temps, évidemment. En termes de stratégie touristique, vis-à-vis qu'on puisse donner cette image de notre région, l'image
de la région des légumes. On disait, effectivement, on n'a pas de cassoulet, on n'a pas de choucroute, on a certes la bechelle, mais enfin bon, bref, on en parlera à un autre moment. Mais en revanche, on a cette réalité qui est ce jardin. Pourquoi ne pas capitaliser là-dessus et faire vraiment, en termes de marketing territorial, de stratégie touristique, et même pour les habitants, pour que les habitants de notre région, c'est très valorisant comme image, je trouve, d'être le jardin de la France, la région des bons fruits, des bons légumes. Ça peut donner un sentiment d'identité à notre région sur un plan gastronomique alimentaire tout à fait intéressant, tout à fait valorisant pour les habitants. Et encore une fois, toutes les énergies sont là. Et je trouve dommage, et c'est un appel que je te fais, Alice, que je vous fais au niveau des élus, il faudrait mobiliser davantage l'ensemble des élus pour que notre région ait cette image-là en dehors de ses frontières, et qu'on capitalise sur cette réalité. Bon, alors moi je suis convaincue, hein. Là il n'y a pas de problème là-dessus. Après, je pense qu'on se heurte à deux difficultés. La première, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, d'une forme de modestie. Tourangelle, quand même très... Enfin, Tourangelle et puis ligérienne, j'ai envie de dire, où on n'ose pas trop quand même vraiment revendiquer quoi que ce soit parce qu'on est dans une culture du avec, voilà. Et donc, ne serait-ce que... Il y a des réactions très fortes, parce que même nous, quand on a parlé du Jardin de la France, tout de suite, moi, j'ai eu des réactions des gens qui produisent du fromage de chèvre, des gens qui produisent des artisans qui font des rayons, des choses comme ça, en disant « Ah bah oui, mais et nous ?» Alors, j'ai dit « Mais en fait, je n'exclus personne, simplement à un moment, affirmer quelque chose et le mettre en avant, c'est pas éliminer le reste. » Mais il y a quand même cette logique. Et moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais vous êtes sûr ? Parce que dire ça, quand même, ça peut froisser. » Donc, il y a quand même beaucoup ça. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on y travaille collectivement, qu'on fasse un travail sur nous-mêmes pour arrêter de s'excuser. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et peut-être parce que je ne suis pas tourangelle, du coup, moi, je ne m'excuse pas du tout là, sur ce sujet-là. Et puis après, oui, je pense qu'il faut qu'on développe une stratégie de communication, parce que finalement, ce qui nous manque, ce n'est pas le faire, c'est le faire savoir. Je crois vraiment à ça. On sait faire. On sait tous faire là, des choses à notre niveau, dans notre cadre de compétences. On ne sait pas toujours bien ni le mettre en synergie, c'est-à-dire montrer qu'on est tous partie prenante d'un même écosystème et que cet écosystème, il est hyper vertueux et que donc il faut le valoriser. Et puis on n'arrive pas forcément toujours à créer la dynamique pour que les autres le perçoivent et que ça nous rende attractifs. Donc je pense que là, il y a vraiment un enjeu. Tout à l'heure, il y avait une main tendue que, évidemment, moi, toutes les mains tendues, je les saisis par principe. Après, bon, je vérifie quand même ce qu'il y a dedans, mais je les saisis toujours. Donc il faut travailler. Je pense que l'échelon... tous les échelons politiques et quelles que soient les sensibilités, j'ai échangé tout à l'heure avec le président là-dessus, sur l'alimentation, plus personne ne dit le contraire de ce qu'on se dit aujourd'hui. En fait, il y a quand même un mouvement très fort à la fois de société, mais aussi de responsabilisation des politiques, de tout le monde sur ces sujets-là. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des obstacles en termes de posture politique, que ce soit au niveau de la ville, au niveau de la métropole, de la région. Ce matin, d'ailleurs, les discours qu'on a entendus étaient plutôt tous dans le même sens, avec des prismes des fois un peu différents, mais tous dans le même sens. Donc, construisons cette stratégie, entre guillemets, marketing. Pour moi, la seule chose, c'est que la stratégie marketing, elle doit reposer sur des réalités, des actions et sur des acteurs qui font. Parce que, par contre, le marketing, si c'est que du marketing, in fine, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut qu'on soit tous convaincus, tous ambassadeurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, quel que soit notre niveau d'intervention, qu'on valorise cette image-là à l'extérieur. Et nous, après, on va créer aussi les outils pour que les gens qui disent « Ah oui, ben c'est sympa la Touraine », ils puissent retrouver ça, ils puissent avoir envie de venir, ils puissent avoir envie d'aller visiter l'exploitation maraîchère aussi, parce que ça fait partie de l'écosystème, et c'est pas juste aller au restaurant, c'est aller visiter l'exploitation, aller voir une structure de gestion des biodéchets, enfin que tout ça, ça fasse partie d'un écosystème qui soit attractif et qui soit effectivement l'image du centre Val-de-Loire, de la Touraine, de la ville de Tours. Moi, je suis convaincue. Je ne m'excuserai pas et je vous encourage à tous être ambassadeurs de cette image-là. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Quand je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de recette emblématique, c'est pas il faut en créer, c'est qu'on n'est pas vu de loin par rapport à ça et on n'est pas repéré comme ça.
c'est une caractéristique générale de la Touraine. Il y a un équilibre global et finalement, on ne fait pas parler de nous. C'est plutôt ça. Mais le potentiel est là, les acteurs sont là, la qualité est là. Il manque juste l'impulsion et la coordination. Il y a l'agriculture d'un côté, il y a la gastronomie de l'autre, il y a le tourisme de son côté. Il manque le lien. Il manque le lien entre tout ça. Je crois qu'il y a une petite étincelle à créer. Bon, après, effectivement, ce n'est pas la ville de Tours toute seule. C'est probablement au niveau région qu'il faut effectivement vraiment impulser ça. Dire que c'est un axe stratégique où on a les potentiels qui sont là. Il n'y a pas de gros investissements à faire. C'est surtout de la coordination et de la mise en lumière. Et notamment, on l'a dit ce matin, tout au long de la matinée, et notamment par le produit, valoriser le produit. Les produits, on les a, on en a beaucoup. Ils se succèdent au long des saisons, donc on a toutes les chances de réussir, en fait. Oui, Tours sera juste la capitale des jardins de la France. On n'a pas vocation à être le jardin de la France. Mais merci beaucoup, parce qu'au final, voilà, on termine sur une note très positive, très... Ah pardon, excusez-moi. J'ai une question qui va dans la continuité en fait, de cette conversation. Moi, je suis issu à la base du milieu de la restauration et maintenant, je suis plus du côté de l'agriculture ou de la paysannerie. Je préfère ce mot-là. Et en fait, je me suis toujours demandé, plus ça va, plus les années passent, plus je me demande pourquoi il n'y a pas une synergie. On en parlait, une synergie entre les deux. On voit les légumes qui partent de l'agriculteur et qui vont jusqu'au restaurant. Mais notamment pour les légumes, il y a très peu de... il y a quelque chose qui n'est pas mis en place avec les légumes, c'est les préparations avec les agriculteurs directement. Donc préparer, il y a un atelier sur les moyens de conservation, sur les mises en conserve, sur les choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu présent dans tous les territoires français, en fait, où les chefs et les agriculteurs ne travaillent pas ensemble pour proposer des recettes, pour travailler les légumes et les vendre directement sur les marchés. Parce que les gens, actuellement, chez eux, ils n'ont pas forcément le temps de cuisiner. Ils ne prennent pas forcément le temps de cuisiner. Ils ne connaissent pas forcément les produits. Et qu'afin de mettre en avant un produit comme les fruits ou les légumes, c'est une des solutions qui peut être possible. C'est justement cette synergie entre les chefs et les agriculteurs qui met en avant directement les produits. Voilà. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de support. Là, je pense que même on va à la ferme Sainte-Marthe, il y a des petites plaquettes qui expliquent, on voit là sur les courges, on voit il y a quand même pas mal de chefs aujourd'hui qui se sont impliqués de façon à partager justement des petites recettes simples. On le voit à la télé, il y a quand même une bonne dynamique qui est mise dans ce sens. Après, c'est vrai que je pense que le métier de la restauration en règle générale et même des particuliers, en fait, on est quand même de plus en plus sensible à aller acheter au petit maraîcher qui est à côté de chez nous. Après, ouais, il faut bouquiner. Il y a des petits supports qui existent, il y a des petits magazines qui existent, il y a des choses simples et efficaces. C'est juste qu'il faut redynamiser cette envie de cuisiner finalement. Et c'est surtout ça qui est important. On en parlait tout à l'heure, mais cuisiner en famille, voilà, il y a plein de choses qui se sont perdues. Et encore une fois, on a des vies qui sont différentes. On a tout le côté numérique qui est arrivé. Et puis notre façon de vivre est complètement différente. Nos grands-parents, ils étaient toute la journée dehors à travailler la terre. Ben, nous, voilà, au fur et à mesure, ça se perd. Et voilà, on est aussi beau. Nos métiers évoluent, l'éducation évolue. Je pense qu'avant, on était peut-être 20 à 30% à poursuivre les cycles licence, maîtrise. Aujourd'hui, il y a la moitié d'une classe qui part dans cet axe. Donc, notre vie est différente et il faut s'adapter en fonction de ça. Mais en tous les cas, c'est ça qui est intéressant, c'est de promouvoir justement cette partie végétale, inciter les gens à cuisiner à la maison et puis le partager avec nos amis, avec notre famille. Le poireau, bah oui, le poireau, ça donne pas des étoiles dans les yeux, mais le poireau, si c'est bien fait, si c'est un peu grillé, on peut faire plein de choses avec. Il y a plein de sensations à travailler sur le poireau, et le poireau, c'est un produit qui est très simple, mais qu'on consomme de moins en moins, alors qu'avant, on se faisait plaisir avec un poireau vinaigrette et des œufs durs.
Est-ce qu'on en mange encore ça aujourd'hui? Non, alors que c'était super simple à faire. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça où il faut juste redonner l'envie aux jeunes et moins jeunes finalement, parce qu'il faut juste redonner envie de cuisiner. Je voudrais dire juste une chose en conclusion. Pardon. Je voulais dire que, en reprenant Flammarion, l'astronome, qu'est-ce d'autre que le pain et le vin, sinon de l'énergie solaire condensée? Nous nourrissons du soleil, de l'énergie solaire. C'est par le miracle des plantes qui sont directes que nous pouvons nous nourrir de la lumière du soleil. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà, je vous laisse ça. Très rapidement, pour apporter un petit peu de concret, parce que je suis un peu la caution du concret, hein, c'est ça. Et pour vous apporter une réponse, je fais partie du Collège culinaire de France, qui est une association qui regroupe donc producteurs, artisans et cuisiniers. Et justement, on a par exemple mis en place différents types d'actions qui vont dans ce que vous attendez, c'est-à-dire par exemple des marchés complices, on en a déjà fait un à Amboise et on va en refaire un en 2022. Un marché complice où vous avez les producteurs qui sont adhérents à cette association qui présentent leurs produits. Les gens viennent acheter les produits sur les différents stands qui sont présents, les apportent aux cuisiniers qui sont sur place et qui peuvent vous réaliser des choses avec ce que vous aurez dans votre panier, donc des choses parfois assez surprenantes en association. Mais tout ça, c'est dans l'idée de créer du lien entre l'homme qui est à l'origine du produit et celui qui peut le transformer. Chacun doit capter la valeur ajoutée, aussi bien celui qui va produire le produit de base que le cuisinier qui va produire l'assiette. On décline aussi ce format, donc marché complice, dîner complice, c'est-à-dire que dans des restaurants, on vient entre producteurs, à 2-3 producteurs, prendre un peu le lead sur la salle et sur la thématique du dîner ou du déjeuner, et pour expliquer ce que l'on fait concrètement. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui se mettent en place pour qu'on soit au plus proche du produit et du consommateur. Merci. Donc voilà une bonne conclusion qui nous met en appétit aussi. Donc je remercie vraiment à la fois la salle et les participants de la table ronde pour ce moment d'échange vraiment très riche.